Les dividendes climat, ça va être le sujet du jour. Vous pourriez croire qu'il consiste à reverser une part des revenus en faveur du climat. Eh bien, détrompez-vous. Il s'agit de fournir un nouvel indicateur extra-financier mesurant l'impact climatique positif généré par une entreprise. Alors, si vous vous demandez si vos actions pour le climat vous rapporteront un jour, peut-être qu'il faut rester avec nous pendant tout cet épisode. Feuille blanche. 40 nuances de Sista. C'est Lorraine Derville, la fondatrice du mouvement Tilt, qui m'a soufflé son nom lors de son passage dans le podcast 40 nuances de Next. Et son nom, c'est Laura Beaulier. Salut Laura. Salut, merci de m'accueillir. Laura, tu es la directrice générale de Climate Dividend. Tout à fait. Qui est une association. Exactement, une association loi de 1901 d'intérêt général, si on veut être très précis. Et tu vas nous parler de cet indicateur extra-financier, parce que je pense que nos éditeurs sont peut-être pas tous hyper familiers avec ce concept et ce dispositif, parce que c'est plus qu'un concept, c'est quelque chose de concret. Mais avant ça, on a fait une première intro qu'on a coupée au montage, parce que j'ai fourché en te disant que tu étais présidente. La présidente, c'est Brune Poirson. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu la genèse de cette association ? Oui, bien sûr. La genèse de cette association, c'est pour le coup un concept qui n'avait pas de structure légale derrière, du dividende climat, qui a émané à l'initiative de notamment Team for the Planet, qui est un fonds d'investissement citoyen à but non lucratif, une sorte d'ovni un peu étrange, mais très chouette, et des gens de l'ADEME, de Carbone 4, du CDP, enfin pas mal de gens qui se sont dit « Mais comment on fait pour mesurer le taux de retour sur la planète d'un investissement ?» C'est une bonne question et en fait on ne sait pas trop, donc il faudrait peut-être quelque chose qui le mesure, et c'est comme ça qu'ils ont inventé un peu le dividende climat, on y reviendra, et qu'ils l'ont un petit peu commencé à le dessiner pendant une petite année, et au bout d'un an, au printemps 2021, à l'occasion de Change Now à Paris, ils se sont dit mais en fait il y a un vrai truc à faire, ça correspond à un besoin, il faut en faire quelque chose, mais pour que ça devienne quelque chose, il faut que ça soit indépendant, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui prennent ce projet. Et donc, ils ont cherché un ou une entrepreneuse pour prendre ce projet. Donc, moi, j'ai été recrutée, on va dire, pour faire quelque chose de tout ça. Donc, c'est un recrutement sans structure, sans argent. Enfin, c'est un recrutement d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses. Et du coup, j'ai créé une association qui s'appelle l'association Dividende Climat, pas très originale, avec des membres fondateurs, dont Team for the Planet, l'ADEME, donc l'Agence de la transition du gouvernement, d'autres financeurs, Mirova 2050, SWIP, etc. Et on a proposé à Brune Poirson de devenir présidente. Et moi, je suis directrice générale opérationnelle de l'association. Et tu vas nous parler de tout ce sujet. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai déjà une question surprise pour toi. Vous avez un message. Bonjour Laura, c'est Étienne de Madines. J'espère que tu vas bien et je suis content de te poser une question aujourd'hui puisque je voulais savoir pourquoi est-ce que vous êtes lancé en tant que non-profit et pas un autre statut. Voilà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet du climat dividende, je me suis dit il faut qu'on pose cette question d'Étienne. Et c'est une super question. Merci Étienne de me la poser par voie interposée. Pour pas mal de raisons. La première, c'était que le dividende climat, et on y reviendra, mais ça a vocation à être un indicateur qui pourra demain, je l'espère, être aussi partagé que le dividende financier ou que plein d'autres. Et donc, c'est pas vraiment quelque chose qu'on va vendre ou on cherche pas à faire forcément de l'argent, on cherche juste à créer un nouveau vocabulaire de notre système. Et donc, il y avait un côté un peu bizarre de se dire je cherche à le vendre. Non, nous, on veut vraiment créer un nouveau concept et donc de pouvoir décorréler ça d'un aspect très lucratif, ça nous semblait assez important. Il y a une deuxième raison, c'est que le dividende climat, ça repose sur une manière de mesurer cet impact climatique positif, tu l'as dit en intro, et donc on voulait vraiment s'assurer de pouvoir être très neutre dans notre manière de mesurer, de pas avoir de biais liés à des éventuelles contraintes commerciales pour pouvoir développer ces mesures. Et la dernière chose qui est en fait assez importante, c'est que
le format associatif et le format non-for-profit nous permet de travailler en collaboration et de manière très collaborative, proactive, avec beaucoup d'acteurs qui sont concurrents dans la vraie vie. Et quand on veut vraiment changer des règles du jeu, il faut pouvoir faire ça. Et donc aujourd'hui, on travaille avec des fonds, des investisseurs, des corporates qui peuvent, dans la vraie vie, pas forcément s'aimer, entre guillemets. Et c'est notamment permis par ce statut qui fait qu'il y a moins ce truc, est-ce que je suis en train de miser sur le mauvais cheval Là, tu peux mettre tout le monde assis autour de la table. Non, j'ai mal parlé aujourd'hui. Tu peux mettre tout le monde assis autour de la table pour débattre et faire avancer ensemble ce sujet. Ouais. Et du coup, comment elle vit cette association ? Ouais, c'est une bonne question et ça va me permettre de faire un tout petit peu de compléter. Aujourd'hui, on est financé par nos membres fondateurs, puis des mécènes ou des membres des adhésions pour soutenir, comme vous pourriez être adhérent à Médecins du Monde, par exemple. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre financement. Demain, l'idée, c'est quand même d'être capable d'avoir un tout petit peu de modèle économique, peut-être en facturant des frais de dossier aux entreprises ou certains éléments de formation au sujet. Mais ça sera toujours de rester dans un objectif non lucratif pour garder les bases saines que j'ai expliquées précédemment. Merci pour cette introduction, Laura. Donc, on en parle depuis tout à l'heure, le dividende climat. En effet, quand on pense dividende, on pense à argent, l'argent qu'on va toucher si ça s'est bien passé pour nous d'un point de vue économique sur une entreprise. Là, il n'y a pas d'argent en face. Tout à fait. Mais en fait, le dividende financier, c'est de l'argent, c'est du cash, ça, il n'y a pas de débat. Mais en fait, si on repense un petit peu à l'historique, c'est aussi autre chose. C'est une preuve de création de valeur économique. C'est parce que tu as fait du chiffre d'affaires, de la marge, que tu es capable de redistribuer à tes actionnaires de l'argent, mais une preuve de cette création de valeur. Et l'idée, c'était de se dire, en fait, c'est super. Enfin, c'est super, c'est débattable, mais en tout cas, c'est un fonctionnement qu'on connaît et qui a des avantages, on va dire ça comme ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la même chose quand tu crées non pas de la valeur économique, mais de la valeur climatique ? Et moi, je pense qu'il devrait, c'est à ça que sert le dividende climat. Et peut-être pour rendre ça compréhensible, parce que créer de la valeur climatique, c'est peut-être un peu flou quand même comme concept. Si ça te va, je prends un exemple un peu concret, parce que sinon on est vite très théorique. Je t'en prie. Si tu es une entreprise qui fait des pompes à chaleur, par exemple, et aujourd'hui, à chaque fois que tu fais une pompe à chaleur, tu vas gagner de l'argent, tu la vends, mais tu vas aussi aider ton client, celui chez qui tu as installé ta pompe à chaleur, à se décarboner. Parce que si tu lui avais pas vendu ta pompe à chaleur, il aurait utilisé du gaz, du charbon ou autre chose selon le pays, le contexte dans lequel il est. Et donc, tu l'aides à se décarboner, lui. Par contre, toi, tu es assez polluant parce que ta pompe à chaleur, il a fallu la faire. Et elle est pas fabriquer. Il faut la fabriquer, il faut la livrer dans un camion qui est... je ne sais pas comment, mais voilà, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, cette entreprise-là, nous, elle nous intéresse quand même, nous, au sens nous, population et société, parce qu'elle nous aide globalement à décarboner nos usages. Et elle crée de la valeur climatique puisqu'elle décarbone globalement nos usages. Et donc, c'est ça qu'on voulait valoriser. Et en fait, aujourd'hui, l'impact, c'est sur toutes les lèvres ou toutes les bouches. Je suis très nulle en expression française, tu vas le voir. Donc, ça m'arrive d'être un peu créative. On comprend. C'est le principal. Aujourd'hui, l'impact... c'est un peu le buzzword. Voilà. Et c'est très bien à plein d'égards. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on est encore beaucoup sur quel est l'impact négatif et comment on cherche à le réduire. Ce qui, dans plein de cas, est extrêmement nécessaire. Enfin, qui est tout le temps nécessaire et qui, dans plein de cas, est suffisant. Mais si cette boîte, par exemple, de pompe à chaleur, tu la regardes que sur son impact négatif... tu passes complètement à côté de l'impact positif qu'elle a permis à ses clients et à tous les gens qui vont installer ces pompes à chaleur. Et du coup, tu préfères toujours investir dans du software, par exemple, parce que le software, c'est moins polluant, globalement. Or, a priori, j'ai rien contre le monde du software, on pourrait y revenir, j'en viens, mais on ne va pas avoir besoin que de software pour réussir cette transition. Et donc, l'idée du dividende climat, c'est de réussir à rendre plus mesurable et tangible l'impact climatique positif d'entreprises comme cette pompe à chaleur, mais comme ça peut être rien dans les énergies renouvelables, dans la mobilité, dans la circularité, dans les déchets, etc. Et de rendre ça plus valorisable auprès des actionnaires. Et comment ça se mesure alors Ça se mesure avec un terme un peu barbare qu'on appelle les émissions évitées, ou séquestrées, mais c'est quand même surtout les émissions évitées. Et en fait, c'est à la fois simple et compliqué. Si je reprends mon exemple de pompe à chaleur, ce qu'on va regarder, c'est quoi la fonction, c'est quoi le besoin auquel ça répond. Une pompe à chaleur, c'est pour fournir du chauffage. Et donc, c'est 1 kWh de chauffage. Et donc, on va regarder combien, moi, fournisseur de pompe à chaleur, je pollue, j'émets d'équivalent CO2 pour répondre à ce besoin.
je vais prendre des chiffres complètement faux, mais juste pour que ça soit hyper simple. Si on se dit, à chaque fois que je veux faire 1 kWh de chauffage, moi, je pollue 1 tonne de CO2. C'est vraiment pas le cas. Hein, mais... Et on va comparer ça à ce qu'on appelle un scénario de référence, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé chez mon client si moi, je lui avais... Exactement. La pompe à chaleur. Et là, on regarde la moyenne marché des autres alternatives pour répondre à ce besoin. Un mix de gaz, charbon et déjà de pompe à chaleur selon les pays. Si la différence est positive, si cette moyenne c'est 2 tonnes alors que moi je suis à 1 tonne, bah on considère qu'il y a une sorte de gain, une marge climatique qu'on appelle des émissions évitées. Et c'est ça qu'on vient mesurer. Et donc pour chaque tonne de CO2 évité ou séquestré, ça permet d'émettre un dividende climat, qui est une preuve de cette création de valeur climatique tangible qu'on vient redistribuer aux actionnaires. Alors, j'ai plein de questions qui se bousculent dans ma tête. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. La première, c'est que donc là, tu nous prenais l'exemple d'une entreprise qui produit des pompes à chaleur. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde, toute entreprise en tout cas, est éligible à ce type de dividende? C'est une super question. Il y a quand même quelques critères. Il y a un critère à l'échelle de l'entreprise qui est que l'entreprise, elle doit avoir un plan de transition validé par la science. Ça peut vouloir dire pas mal de choses et ça se décline selon sa taille, etc. Je ne suis pas sûre que forcément l'objectif, ce soit ici d'entrer dans les détails très précis. Mais l'idée, en gros, c'est de se dire que on ne veut pas qu'une entreprise, elle parle de ce qu'elle fait de bien, de ces fameuses émissions évitées, si elle n'est pas à minima consciente de ce qu'elle fait de mal, si donc elle n'a pas publié son bilan carbone et si, selon sa taille, elle n'est pas dans une optique aussi d'optimisation et de réduction de ce qu'elle fait de mal. L'idée, c'est qu'on ne veut pas que ça fasse du greenwashing. Ouais. En revanche, c'est pas parce on fait des choses mal qu'on fait rien de bien. Moi, je parle souvent du miroir avec ce qui est en financier. On peut très bien... on a des charges et des revenus. Il y a des business units qui gagnent de l'argent et d'autres qui en perdent. L'une n'efface pas l'autre, mais elles peuvent toutes les deux cohabiter. Donc, il y a un critère à l'échelle de l'entreprise. Et ensuite, c'est surtout des critères à l'échelle des activités. Il faut vraiment qu'ils soient alignés avec l'accord de Paris 1.5, qu'ils soient vraiment concrètement orientés décarbonation. Mais donc, ce que ça veut dire très concrètement, c'est que soit ça peut être une entreprise, un peu une climate tech qui fait que des pompes à chaleur, de la circularité. Je sais pas, on travaille avec, par exemple, Vestiaire Collective ou Cool Roof qui fait des toits blancs pour diminuer l'effet albédo et donc diminuer les besoins de clim. Mais ça peut aussi être des entreprises de plus grande taille qui ont certaines de leurs activités qui sont décarbonantes et d'autres non. Par exemple, Decathlon, qui est loin d'être une entreprise parfaite, mais qui a vraiment envie d'essayer de faire évoluer. Travailler sur sa transition. Exactement. Et typiquement, on les a aidés à mesurer quel est l'impact positif de leur vente de vélos en ville. Notamment, s'il y a pas que des Parisiens, mais tous ceux qui vivent en ville voient les longs cargos, là, qui, en fait, remplacent de plus en plus l'achat de voitures chez des gens. Donc, il y a un vrai impact de décarbonation. Le matin, c'est un peu les embouteillages pour les enfants les parents qui déposent les enfants à l'école. Tout à fait. Exactement. Ouais. Ok, donc pour l'instant, c'est quand même un type d'entreprise bien identifié que vous allez... Oui, alors après, ça reste quand même assez large parce que maintenant, c'est quand même assez rare les entreprises qui ne font que polluer. Voilà, enfin, il y en a, bien sûr, mais il y en a quand même, en tout cas, de plus en plus qui cherchent à faire transitionner. Enfin, nous, tu vois, on a très concrètement, je disais, des petites startups, des plus grosses scale-up. On a des infrastructures, des gens qui font du rail, des panneaux solaires. On va avoir des ETI, des PME qui font du bâtiment, de la rénovation, du déchet, et des grands groupes qui sont là dans une optique de transition. Donc, en termes de taille et de secteur, ça reste quand même assez large. Et par exemple, le dividende climat de Decathlon, est-ce qu'il vaut la même chose que le dividende climat de la Climate Tech, par exemple, sur les pompes à chaleur? Oui, c'est une super question. En fait, alors, est-ce qu'il vaut... tout est dans la question et c'est pas... Donc, c'est pas que je ne vais pas répondre, mais je vais donner un tout petit peu de contexte pour pouvoir répondre de manière pertinente. L'idée du dividende climat, c'est d'être une unité de mesure. Mais ensuite, c'est pas de dire c'est bien ou c'est mal. Vraiment, il faut reprendre le principe 1 euro de dividende financier. Alors, c'est forcément toujours un signal qui est censé être positif, c'est quand même je distribue quelque chose. En revanche, si je t'ai donné 1 milliard d'euros et que tu me verses 1 euro de dividende financier, je risque de pas être ravi. En revanche, si je t'ai donné 3 centimes, là, je vais être quand même plutôt contente parce que j'ai énormément maximisé ma mise. Donc, c'est assez important et je pense que c'est quelque chose qui est assez particulier de notre positionnement. On n'est pas un label où, tu vois, t'es pas certifié dividende climat, ça veut pas dire t'es bien ou t'es mal. C'est plutôt une unité de mesure qui va être intégrée ensuite, par exemple, via des ratios
euros investis vs dividende climat ou chiffre d'affaires vs dividende climat, qui va permettre ensuite d'évaluer et de comparer. Donc, évidemment, Decathlon, en nombre absolu, ils vont faire plus de dividendes climat qu'une petite start-up de 10 personnes, etc. Évidemment. En revanche, sûrement, ça dépend des exemples et tout, mais sûrement en efficacité, en chiffre d'affaires vs dividende climat, ils seront beaucoup moins bons. Donc, ça permet comme ça d'avoir des comparaisons beaucoup plus intelligentes plutôt que juste est-ce que tu es green ou est-ce que tu n'es pas green, ou ça, il faut absolument qu'on aille plus loin que ça. Plus loin que ça. Et comment aujourd'hui, ceux qui bénéficient de ce dividende climat l'utilisent en termes de communication ? Oui, alors pour bien comprendre ça, il faut se dire, nous on a deux utilisateurs, deux types d'utilisateurs, c'est les entreprises et les investisseurs. Puisque en gros, une entreprise, elle va vérifier qu'elle est éligible, CF ta question, ensuite mesurer cet impact en respectant un protocole qu'on définit, qui est un gros travail méthodologique pour avoir quelque chose de transparent et de standard, c'est vraiment un gros enjeu dans le secteur, faire vérifier ça par un tiers et ensuite elle l'émet, elle le distribue à ses actionnaires. Et du coup, ça a deux valeurs ajoutées qui sont utilisées par les deux acteurs. La première, c'est que ça permet d'avoir un truc standardisé pour parler de cet impact positif. Et on ne peut pas parler, ni communiquer, ni faire des décisions si en fait c'est flou. C'est comme si on demandait à des gens d'évaluer des boîtes sur l'EBITDA, mais qu'on ne savait pas ce qu'il y avait derrière EBITDA. C'est pas possible. Ou chiffre d'affaires, peu importe. Et la deuxième, c'est de créer un lien beaucoup plus facile entre ces notions d'impact et de financement pour que ça puisse être intégré dans des logiques financières et demain valorisé. Et donc, du coup, la première utilité, la première manière dont c'est utilisé, c'est à partir du moment où tu as un vrai indicateur standard, fiable, transparent, concret, etc., tu peux baser des décisions dessus pour savoir ce dans quoi tu investis au sein d'une entreprise. Est-ce que si Decathlon ou n'importe qui veut se transformer, est-ce qu'il vaut mieux qu'il fasse des vélos ou de la circularité ? S'ils ne peuvent pas comparer les deux, impossible de le faire. Pareil pour la petite Climate Tech qui fait que des pompes à chaleur. Si elle veut valoriser son activité, si son chiffre il est complètement vaseux, elle n'y arrivera pas. Donc ça leur sert et en pilotage opérationnel, en valorisation interne et externe de regarder j'ai un impact pas que négatif. Ça vient jamais en complément de l'impact négatif, ça se soustrait pas ou quoi que ce soit. C'est assez important de le préciser. C'est neutre sur l'impact financier. Et ça leur permet de valoriser auprès d'investisseurs. Et dans l'autre côté, pour les financiers, ça va leur servir de plus en plus en due diligence, en sélection, en mesure aussi de la performance pendant la holding period en tant qu'investisseur, et puis potentiellement à valoriser ça dans l'exit des boîtes. Puisque, alors c'est un peu l'idée compliquée du dividende climat, mais l'idée à terme et vraiment l'ambition, c'est que en fait, la capacité d'une entreprise à générer des dividendes climat ou à avoir des bons ratios dividendes climat, ce que tu veux, ça soit une manière de quantifier ce qu'on peut appeler un goodwill environnemental. C'est un peu un mot barbare, mais le goodwill, en fait, ça a l'air barbare, mais c'est hyper simple. C'est un truc non tangible qui a de la valeur. Si demain, tu achètes des actions L'Oréal, tu vas payer la marque de L'Oréal. D'accord. Par contre, combien tu la payes, la marque de L'Oréal ? C'est pas gravé dans le marbre. C'est pas comme elle fait tant de chiffre d'affaires, donc tant. Mais pourtant, on est tous d'accord qu'il faut la payer. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui disent ça sur l'impact climatique positif. C'est-à-dire qu'il y a toutes choses égales par ailleurs, on serait prêt à payer plus cher pour une boîte qui a un impact climatique positif, comme on serait prêt à payer plus cher pour une boîte qui a une marque stylée. Mais comme on ne sait pas comment le chiffrer, comment l'appréhender, et qu'on ne veut pas être le seul à le payer aussi, on ne le paye pas, concrètement. Et là, l'idée, c'est que la capacité d'une entreprise à générer ses dividendes climat soit une manière de le rendre un peu plus tangible, et donc que ça soit beaucoup plus facile de justifier de le payer parce que d'autres vont le reconnaître aussi. Et d'avoir une mesure objective. Exactement. Et où tu peux comparer non pas des choux et des carottes, mais la même chose. Exactement. Et donc du coup, l'ambition, c'est que demain, une boîte comme ça, elle puisse être plus valorisée financièrement. Donc le dividende climat, comme tu l'as très bien dit, c'est pas de l'argent, on n'en distribue pas. Mais par contre, ça peut venir alimenter la valorisation financière globale de l'entreprise. Et ça, c'est intéressant et pour les entreprises et pour les financeurs. Vous avez un message. Salut Laura, écoute, déjà un grand merci pour ton travail absolument essentiel et courageux puisque tu ouvres une voie. Moi je voulais te poser une question très simple. Pourquoi est-ce que tu es convaincu que la question des nouveaux indicateurs dans le monde de l'entreprise est cruciale si on veut réussir à aller vers un joli futur ? Merci beaucoup. Je crois que tu as reconnu sa voix. Oui. Tu peux nous dire qui c'est ? Oui, c'est Arthur Aubeuf de Team for the Planet. Merci Arthur pour cette question. Je suis convaincue effectivement de ça, donc il n'y a pas de débat sur la question, parce que je crois vraiment que aujourd'hui,
on a un vrai enjeu sur qu'est-ce qu'on appelle de la valeur. Qu'est-ce que c'est créer de la valeur? Je fais un mini détour, mais j'ai participé à la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, dédiée au monde financier. Donc, c'est un parcours qui accompagne les acteurs d'un secteur ou d'une région sur comment on transforme son business model. Et là, c'était que avec des acteurs financiers. Et en fait, ce qui revenait tout le temps, c'était « mais oui, on a envie de faire de l'investissement responsable, de l'investissement régénératif, je sais pas quoi ». Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. Et puis, on ne sait pas très bien comment lui mettre une valeur. Et donc, on est coincé parce que derrière, d'autres nous demandent comment ça vaut de l'argent, etc. Et en fait, cette vraie question, c'est quoi la valeur et comment on le valorise? Et les entreprises disent, si nos financiers, ils en ont rien à faire qu'on crée de la valeur climatique, on est obligé de créer de la valeur économique. Et le reste, ça passe toujours au deuxième plan. Et donc, parce qu'on reste dans ce qu'on sait faire et dans les repères qu'on a. Exactement. Et du coup, je pense qu'on a besoin d'un vocabulaire pour pouvoir ensuite faire de la grammaire, ensuite faire de la conjugaison autour, et que c'est vraiment important d'être capable de savoir mesurer et de pouvoir parler de ces choses-là. Et l'exemple que j'aime bien prendre, c'est, tu vois, aujourd'hui, en valorisation des startups notamment, on fait beaucoup les multiples d'EBITDA. Tout à fait. Mais pour en arriver là, il faut d'abord que la notion d'EBITDA existe, ensuite que la méthode multiple d'EBITDA existe, et ensuite qu'il y ait plein de cas d'usage qui permettent de dire quand à condition A, B ou C, tu peux prétendre à un multiple x3, x10, x40, je sais pas quoi. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est que souvent, je trouve qu'on a quand même beaucoup de labels maintenant, et qui peuvent être très bien, mais tu vois, des frameworks de B Corp, de machin, qui viennent te juger globalement. Mais on a un peu parfois oublié l'étape 1, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mesure, est-ce qu'on parle ce même vocabulaire, et ensuite on verra est-ce que je veux en dire que ça vaut tant, etc. Et donc, je pense que c'est hyper important de faire ça, parce que sinon on n'arrivera pas à vraiment essaimer. Ça restera toujours un autre truc à côté. Alors que là, c'est une manière de le rendre, de pouvoir créer des nouveaux repères, de faire que ça peut être valorisé, et de faire qu'on peut réellement faire des décisions dessus. Il y a des milliards d'autres raisons pour lesquelles je pense que c'est important, mais peut-être que ça suffit déjà. Tu veux nous en dire une autre? Ouais, non, peut-être une autre qui est juste de dire... je crois que aujourd'hui, on a quand même... C'est à la fois la force et la limite du capitalisme. C'est que c'est un système extrêmement rodé, extrêmement précis, qui est décliné, qui voilà, c'est une machine avec plein de boulons. Et du coup, il y a deux options si on veut transformer le capitalisme, ce qui est, bon, vous l'aurez compris, quelque chose auquel j'aspire assez fortement. Soit on dézingue tout, ce qui est honnêtement une option assez intéressante à exploiter, mais je pense qu'il faut faire les deux en même temps. Soit il faut accepter de se dire, OK, comment on prend cette machine et comment, si on dézingue pas tout, comment on fait pour changer les boulons les principaux, les plus clés, pour que la machine, et qu'on exploite ce truc super qui tourne tout seul, mais qu'il arrive à tourner autrement. Et c'est ça que j'adore du dividende climat, c'est que, en fait, ça exploite les mécanismes, l'habitude du capitalisme pour le transformer à son insu. Et si demain, on arrive à faire que, tu vois, une boîte qui génère des dividendes climat, elle est valorisée plus cher qu'une qui n'en fait pas, en fait, on a changé le paradigme de la création de valeur. Tout à fait. Et c'est assez chouette. J'enchaîne sur une question qui est un peu du même acabit. Vous avez un message. Bonjour Laura, ici Lorraine Derville du mouvement Tilt. Comme tu le sais, nous œuvrons pour accélérer la transition écologique des acteurs de l'intérêt général. Des acteurs qui n'ont pas de but lucratif, pas d'objectif de rentabilité. Alors j'aimerais avoir ton avis. Comment pourrait-on utiliser les indicateurs extra-financiers comme le dividende climat pour mieux valoriser les contributions positives de ces acteurs dont l'impact est essentiel pour une transition à la fois écologique et socialement juste? Je te remercie. Vaste question. Vous avez 3 heures. Non, c'est une question hyper intéressante dont j'ai déjà eu un peu l'occasion de discuter avec Lorraine, mais effectivement, c'est sans fin. Je pense peut-être juste un mini préambule, parce que je ne l'ai pas du tout dit en intro, et je pense que c'est important au vu de cette question, c'est que quand j'ai créé... quand j'ai été recrutée pour créer l'association Dividende Climat, je leur ai dit, moi, je veux placer ça dans un contexte un peu plus large. Je ne veux pas qu'on fasse comme mission que le dividende climat, c'est-à-dire que l'investissement en capital dans du climat. Et du coup, la mission globale de l'asso, c'était de se dire comment on accélère le financement de la transition écologique et une transition juste d'un point de vue large, avec une approche qui est de se dire comment on fait pour que les mesures d'impact soient plus comprises, utilisées et valorisées par les mécanismes de financement et le système économique.
Et donc, au sein de cette mission, notre premier focus, c'est l'investissement en capital et le climat. Mais demain, ça pourrait être d'autres types d'impact et d'autres types de mécanismes de financement. Donc, déjà, tout ça pour dire que très, très aligné avec le postulat de base dans la question de Lorraine, voilà, il ne faut pas aller que sur du financement en capital et ni que du climat. Et du coup, moi, je crois assez fort au fait qu'on puisse répliquer la logique qu'on porte aujourd'hui sur le dividende climat sur d'autres impacts, mais aussi sur d'autres mécanismes, comme de la subvention, comme du prêt, etc. Et je pense que c'est une approche par la mesure et la valorisation un peu bottom-up qui est hyper intéressante. Mais évidemment, il faut travailler dans les deux sens. Et peut-être qu'une approche aussi plus globale, c'est de se dire, en fait, tout ça, c'est différents mécanismes qui doivent cohabiter. Là, c'est pas exactement une réponse, mais ça m'évoque pas mal l'approche que les gens de SWIP, notamment avec Renaud Bétain, le VP Climate, abordent. Lui, il pousse pour ce qu'on appelle un plan de contribution, justement, en complément du plan de transition, en disant, quand je suis une entreprise, quand je suis un acteur, quel qu'il soit, il y a des choses que je dois faire moi, me réduire mes émissions, c'est mon taf, moi, qui est très important. Mais je peux aussi contribuer en aidant les autres, parce qu'il y a d'autres acteurs qui, de par, peu importe leur histoire, leur positionnement, sont à même de le faire. Et j'ai plusieurs manières de les soutenir. J'ai évidemment d'investir en equity contre, par exemple, des dividendes climat qui me montrent que j'investis dans des choses qui décarbonent. Je peux aussi acheter des crédits carbone pour aider à financer des projets. Mais je peux aussi faire du mécénat. Alors là, c'est très climat, mais du mécénat climatique. C'est-à-dire soutenir des assos qui, elles, œuvrent de manière non for profit et potentiellement parfois beaucoup plus efficace sur leur sujet là-dessus. Et d'arriver à intégrer, par exemple, une logique plan de contribution comme ça sur le climat, mais même sur d'autres, ça permettrait aussi à beaucoup d'acteurs de se dire, oui, en fait, financer des assos, financer, etc., ça fait totalement sens. Et c'est pas juste, est-ce que je fais mon truc de mon coin ou est-ce que je gagne de la thune, quoi. Donc toujours cette idée de mettre tout le monde autour de la table et d'embarquer tout le monde dans cette histoire. Ouais, et puis je pense de sortir aussi un peu d'une binarité, tu vois. Ouais. Je pense que c'est typiquement, moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup plu chez Team for the Planet quand je les ai rencontrés au début. C'était aussi de se dire, en fait, il faut tout le monde pour... Il n'y a pas une solution miracle. Moi, je pense que le dividende climat ne va pas régler tous les problèmes. Enfin, ce serait ridicule de dire un truc pareil. Par contre, de se dire, il faut les mener tous et il faut qu'on arrête d'être là aussi à se dire qui est le plus pur, qui est le plus efficace écologique. C'est un truc qui a quand même pas mal dans les milieux écolos qui, parfois, moi, me met pas très à l'aise. Et là, justement, de se dire, il y a des trucs, il faudra que ça reste du non lucratif parce que c'est pas rentable et il faut surtout pas que ça le soit. Il y en a, il faut réussir à les valoriser autrement, notamment grâce à leur création de valeur climatique. Puis il y a des choses, je sais pas, tu fais du théâtre, c'est super utile pour la société, ça génère pas de dividende climat, mais c'est OK. Enfin, il n'y a pas non plus que ça dans la vie, quoi. Et comment elles ont été les premières réactions, par exemple, auprès d'investisseurs quand tu es allé leur parler de dividende climat ? Alors, ça dépend pas mal du degré de maturité des investisseurs. Tu as quand même pas mal d'investisseurs, notamment à impact, avec qui on commence par travailler, c'est quand même le plus facile. Oui, parce que c'est un peu cousin, c'est plus facile. Voilà, qui sont quand même déjà assez concernés par ces sujets. Et eux, un des premiers points, c'était de se dire, c'est top, parce que nous, on a ce vrai besoin de standardiser. On dit qu'on est des investisseurs à impact, mais déjà, on regarde que le moindre impact négatif. C'est quand même pas très excitant comme manière d'être impact. Donc, assez content de pouvoir valoriser ça, mais de le valoriser de manière tangible et de se dire, en fait, si je peux pas comparer entre deux boîtes et entre deux investisseurs, mine de rien, comme on est quand même dans un monde où la compétition est encore pas mal de mise, c'est dommage. Donc, il y avait vraiment c'est chouette que vous puissiez le standardiser. Et c'est d'ailleurs très chouette que ce soit porté par une association à but non lucratif. Tu vois, ça reboucle avec le truc du début. Ça, c'était la première réaction. Et ensuite, la deuxième, c'était le pari, la North Star un peu loin de la valorisation. Elle est très chouette et elle nous parle. Est-ce que vous allez y arriver ? On verra, mais elle est cool. Et moi, j'avoue que c'est ce que j'aime bien dans ce projet, c'est de se dire que, en fait, il y a une carotte énorme. Genre, si on arrive à changer le paradigme de la création de valeur, je sais pas, c'est quand même assez cool, je pense, et ça peut être très impactant. Mais donc, il y a un potentiel énorme sans risque énorme, ce qui est quand même assez rare en business, je trouve, en tout cas à ma connaissance. Et en plus, le chemin pour aller vers cette carotte, ce potentiel, il est quand même intéressant. Même si on échoue, ce qui est quand même statistiquement ce qui se passe dans la plupart des projets innovants, on aura quand même œuvré pour standardiser, harmoniser, mettre des gens autour de la table, faire réfléchir, etc. Donc, ce ne sera pas inutile. Et du coup, je trouve que ce combiné de potentiel sans grand risque et même si le potentiel n'est pas atteint, le chemin est cool,
il fait que c'est... C'est un chouette projet à mener. Voilà. Vous êtes inspiré de choses qui pouvaient se faire ailleurs, à l'étranger, notamment, peut-être dans les pays nordiques, aux États-Unis, je ne sais pas. Alors, en fait, on s'inspire de beaucoup de choses, parce qu'évidemment, et le but, c'est surtout pas de réinventer la roue. C'est d'ailleurs aussi une raison pour laquelle je trouve ça assez pratique d'être une asso, c'est que moi, je suis très au clair, si demain, il faut que ça soit porté autrement, avec quelqu'un d'autre, qu'on abandonne un truc, ok, puisqu'en fait, le but, c'est l'impact qu'on a, et c'est ça qui est notre mesure de succès. Néanmoins, aujourd'hui, à ma connaissance, et évidemment, avec beaucoup d'humilité, je peux très bien être passée à côté de la plaque, et voilà, le positionnement du dividende climat, qui est vraiment entre tous ces gens qui vont faire des travaux méthodologiques, de recherche, de mesure, et tous ces gens qui cherchent à standardiser la finance, ce sorte de pont concret, j'ai pas vu grand-chose qui se faisait de la même manière. En revanche, on va bien s'inspirer un peu de ce top-down réglementaire et de ce bottom-up méthodologique. Et après, je dirais, dans l'utilisabilité du dividende climat, on discute avec énormément, notamment de regroupements, d'investisseurs, de financiers, sur comment ça peut vraiment être utilisé concrètement dans les CARID, dans les due diligence, etc. Et là, c'est un donnant-donnant et ça vient de manière itérative, quoi. Et j'imagine qu'il y a des enjeux politiques à ce sujet aussi, en tout cas d'évangélisation et d'embarquer le politique aussi sur ces sujets-là. Ouais, carrément. En gros, nous, notre stratégie de go-to-market, si on peut dire, ça fait pas très asso et plus start-up, mais bon, ça fait très projet innovant. Aussi, on en parlera tout à l'heure. Ouais, mais puis c'est projet innovant à déployer. C'est vraiment deux jambes. La première jambe, c'est un déploiement opérationnel, donc avoir un nombre croissant d'entreprises et d'investisseurs qui utilisent, reconnaissent l'indicateur à la fois en com, mais on l'a dit déjà à plusieurs reprises, dans les méthodes d'investissement, etc. Et donc, dans ce contexte-là, tu vois, la première année, on avait 13 boîtes, cette année, on en a près de 35 qui participent, et plus d'une centaine donc, d'investisseurs qui vont recevoir des dividendes climat ou qui les ont demandés, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'investisseurs qui embarquent leur boîte. Ça, c'est vraiment un premier axe très opérationnel. Et ensuite, il y a un deuxième axe qui est un axe de plaidoyer pour faire que le dividende climat soit de plus en plus reconnu dans les réglementations. Et donc ça, l'idée, c'est donc pas le dividende climat en tant que tel, mais des ratios, comme on l'a dit à plusieurs reprises, soit à la fois reconnu dans ce que j'appelle vraiment de la réglementation gouvernementale, donc notamment à l'échelle européenne, tout ce qu'on appelle la CSRD, SFDR, c'est des sigles un peu barbares si on n'est pas habitué, mais c'est tous les reportings extra-financiers qui sont poussés par l'Europe aujourd'hui et sur lesquels on est globalement très en avance sur le reste du monde. Mais aussi ce que j'appellerais de la réglementation privée, donc tous les frameworks de labellisation extra-financiers, des SBTI, des B Corp, etc. Et puis même tout ce qui est agence de notation, parce que voilà, ces gens-là ont quand même un pouvoir performatif assez fort. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, comme tu t'en doutes, ça se fait pas en une fois, mais on a déjà des échanges avec ces différentes choses, en passant aussi parfois par l'échelle gouvernementale française. On en parlait juste avant pour la préparation du podcast. On a la chance de pas mal travailler avec l'ADEME Investissement, donc qui est quand même très directement lié à l'État français. Mais l'idée, c'est absolument pas d'avoir une approche que française et de pouvoir aller bien plus loin que ça. Dans cette approche. Comment tu vois, toi, la big picture dans 5-10 ans ? Pour les dividendes climat ou pour le monde de l'impact ? Non, déjà pour les dividendes climat. Alors, et après pour le monde de l'impact, bien sûr. Puis après pour le monde tout court. Exactement. Voilà. Et Laura, présidente de la République. On y reviendra. Pour le dividende climat, je dirais à horizon 5 ans, 10 ans, honnêtement, c'est trop difficile. Je n'ai jamais été une grande fan des projections et des business plans. L'horizon, c'est vraiment, je pense, d'avoir réussi à être reconnu dans plusieurs réglementations clés sur cette partie contribution positive qui, en fait, aujourd'hui, elle n'est pas traitée par la réglementation. Donc, on est un tout petit peu en avance de phase. Donc, mon travail de plaidoyer, c'est faire qu'ils pensent à la contribution positive et il se trouve que le dividende climat est déjà sur étagère, profitons-en. Et du coup, d'ici 5 ans, c'est d'avoir réussi à être intégré là-dedans. Et sur la deuxième jambe, d'être dans plusieurs pays, notamment l'OCDE, parce que je pense que c'est là où c'est le plus facile, mine de rien, d'être intégré dans tous les fonds à impact et les fonds pas que impact. C'est-à-dire que ça, c'est notre première étagère, on va dire. Mais que ce soit aussi un indicateur pour les autres fonds. Tout à fait. Des fonds plus classiques. Plus classiques qui, de toute manière, vont quand même dans cette direction. Oui, mais petit à petit. Tout à fait. Mais l'ambition et ce qui est intéressant du dividende climat, c'est que si on arrive à faire notre pari, et d'ici 5 ans, je pense qu'on aura commencé à réellement le faire,
ou pas, mais en tout cas, ça, c'est vraiment la vision, c'est de dire que ça permet de valoriser plus des boîtes, qui fait que même si tu es un investisseur qui en a rien à faire du climat, en fait, tu vas être incité à investir là-dedans plutôt que... Et ça, c'est vraiment le hack qu'on aimerait bien avoir réussi à faire d'ici 5 ans. C'est un beau hack. J'espère. Vous avez un message. Salut Laura, bravo pour tout ce que tu as accompli dans ta vie d'entrepreneur. Donc ma question s'adresse à cet entrepreneur que tu es et comment tu gardes la foi quand un prospect te dit non. En fait, quand on nous dit non sur un produit, un service, on peut comprendre, le timing n'est pas le bon, c'est mal qualifié, etc. Mais sur un sujet comme celui des dividendes climat que tu portes, qui est aussi urgent et important, comment tu gères ce non-là ? Est-ce que tu le comprends parce que tu portes à bout de bras quelque chose de grand, mais aussi de très complexe. Et comme dit un certain Renaud Bétain chez moi, Laura, c'est une sacrée battante, elle est impressionnante de maîtrise de ces sujets si complexes. Voilà, comment est-ce que tu gères ce marathon de la foi dans cette complexité, en fait, qu'il faut pourtant démocratiser, car il y a urgence. Et moi, je te remercie à titre personnel. Salut Laura. C'était donc Rachel Delacour. Oui. Merci Rachel pour cette question. Je pense qu'elle est confrontée aussi parce que c'est quand même une question d'entrepreneurs et d'entrepreneuses assez récurrente, on va dire. Comment tu gères le non et comment tu gardes la foi quand parfois tu te prends beaucoup de portes dans la tronche le même jour. Je dirais que la première chose, en fait, ça vient de ce que je viens de dire, c'est que c'est un truc d'entrepreneur et d'entrepreneuse. Je pense que globalement, moi, j'ai une personnalité qui fait que le non et le challenge et le défi va me nourrir. C'est vrai jusqu'à un certain degré, on l'a tous. Et voilà, moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui me nourrit globalement pas mal. Et là, c'est par rapport à, je dirais, du simple entrepreneuriat, sans avoir absolument de jugement sur ce que j'appelle le simple entrepreneuriat. Mais là, le fait, moi, d'être portée par une cause qui me tient particulièrement à cœur, qui me semble, comme l'a très dit justement Rachel, très urgente, à une échelle assez globale, ça donne encore plus de force pour tenir et pour vouloir. Et ensuite, je pense que moi, j'ai la chance d'être hyper entourée. Je trouve j'ai un super board, par exemple, des membres fondateurs qui sont extrêmement soutenants. Et je pense que ça aide énormément. Des collègues aussi qui sont géniaux. Et donc, le fait de ne pas le porter seul, c'est crucial. Et dernier point, je pense que ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très ambitieux, mais en fait, on a la chance d'avoir aussi plein de petites victoires possibles. Et donc ça permet vraiment de tenir. Oui, il y a plein de petits noms, mais il y a aussi plein de petits... Chaque nouvelle entreprise, chaque nouvel investisseur, chaque nouvelle intégration du dividende climat dans un ratio, dans un communiqué, etc., c'est un petit pas qui progresse. Et donc du coup, grâce à ça, il y a des oui et il y a des non et ça s'équilibre parce que sinon, moi, par exemple, je pourrais pas faire de recherche, tu vois. Je pourrais pas travailler 10 ans en sous-marin pour que ça fonctionne ou pas. C'est trop difficile. Et je suis extrêmement admirative des gens qui font ça. Moi, je peux pas faire ça. Là, ça va parce qu'il y a un peu ce sorte de graal éventuel, mais il y a plein de steps entre et c'est ça qui fait que ça permet de tenir assez bien. Et d'y croire. Ouais, grave. Moi, ça... Et justement, qu'est-ce que tu réponds aux gens sceptiques ou qui te regardent un peu qu'est-ce qu'elle raconte avec son dividende climat quand tu vas les voir pour leur en parler? Peut-être que déjà, entre le lancement et aujourd'hui, tu as peut-être déjà vu une évolution. Ouais, tout à fait. Énorme. Il y a d'ailleurs plein de gens, je me suis fait la remarque, tu vois, je te disais qu'on a eu une première phase pilote, là on est en deuxième année de phase pilote, et l'année prochaine on voudrait sortir de phase pilote. Je vois, tu vois, cette année, il y a des gens qui sont revenus en mode « Ah !» Tu vois, tout d'un coup, je sens que c'est un peu plus adoubé, je sens que tu es un petit peu moins une sorte de folle, de folle furieuse qui veut faire son truc, là, on comprend pas trop. Donc ça, c'est clair que ça change, et bon, plus tu grossis, plus ça va comme ça. Mais il y a quand même encore... une grande partie du monde qui est plutôt dans la catégorie sceptique. Ça dépend sur quoi même ils sont sceptiques. Ce que j'allais dire, c'est même quand on parle de ces sujets-là où on entend quand même toute la journée, il y a urgence, en fait, à agir. En fait, tu vas avoir... Tu vois, par exemple, tu as pas mal de gens, et je sais que ça peut être dans les milieux écolos, et c'est hyper intéressant. Moi, en vrai, je trouve ça très chouette, les gens qui prennent le temps de faire une critique constructive, c'est toujours hyper intéressant, parce que
bon, comme le disait Rachel, les noms et les critiques, ça abîme aussi, mais ça nourrit. Enfin, si t'as que des gens qui disent oui, c'est super, mais qui en fait ne font rien, bon, tu vois, t'avances pas trop non plus, quoi. Donc, il faut trouver un juste milieu, mais il y a un peu cette question de les dividendes climat, c'est une carotte, c'est un truc positif, et t'as quand même beaucoup de gens qui ont peur, et ils peuvent avoir à juste titre, hein, que la carotte efface le bâton. Et ils disent qu'on a quand même beaucoup plus besoin de bâtons, de choses contraignantes, de punitions, entre guillemets, etc. Moi, j'avoue que je porte une vision qui dit qu'on a besoin des deux. Je suis très, très, très à l'aise avec le fait qu'il faille plus, tu vois, de punitions. Je suis très à l'aise avec, par exemple, les rapports que peut faire Reclaim Finance, Oxfam, sur la critique du financement des énergies fossiles. Je suis convaincue qu'il faut absolument ça, mais je pense qu'il faut aussi, en parallèle, vu l'urgence et vu le temps, des choses positives. Et donc, ce que j'essaye de faire montrer aux gens, c'est que, voilà, de leur partager cette vision de il faut les deux, et que, en revanche, effectivement, sur le positif, il faut faire hyper gaffe que ça soit pas du greenwashing, du bullshit, je sais pas quoi, et que du coup, nous, on est très très sincères, on est une asso, on est non-for-profit, on est très engagés, donc quitte à ce qu'il y ait des gens qui s'attaquent à cette partie positive, il vaut beaucoup mieux que ce soit nous que peut-être un truc trop capitaliste, trop lobby, trop je sais pas quoi. Et ça, c'est par exemple une des choses qu'on va pouvoir dire. Et tu réagis comment quand on t'accuse de greenwashing ? Alors, on ne m'accuse pas de greenwashing, enfin, ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas, je ne crois pas, de risque que ça puisse devenir du greenwashing, on va dire, c'est peut-être plus ça. Ouais. Ça dépend qui le fait. Ça dépend l'émetteur, comment il le fait. Voilà, enfin bon, donc c'est ça, évidemment. Mais je réagis en disant que je suis tout à fait consciente des risques, que je pense que je suis sincère et que voilà, ça. Et surtout, je leur dis, mais aidez-nous à faire que ça ne le soit pas. Aidez-nous à faire que on crée un écosystème pour que cet outil très puissant qu'on est en train de créer soit un outil au service du bien, pas du mal. C'est extrêmement simpliste comme phrase, mais tu vois l'idée. Quoi. Mon père me dit souvent, tu vois, je sais pas, une tronçonneuse, c'est un super outil, c'est hyper puissant, on peut faire des trucs trop chouettes avec, mais on peut aussi tuer des gens. Mais est-ce que pour autant, il faut juste supprimer toutes les tronçonneuses ? Je sais pas, peut-être, mais pas forcément. Là, c'est un peu aussi de se dire, il faut pas... Dès qu'il y a du risque, c'est peut-être mon côté entrepreneuse, mais c'est pas parce qu'il y a un risque qu'il faut tout arrêter et dire, tu vois, sur la mesure, par exemple, la mesure des fameuses émissions évitées que j'expliquais au début, t'as énormément de gens qui nous disent, mais c'est tellement compliqué, c'est trop foireux, on n'y arrive pas. Et on n'y arrivera pas, donc c'est foireux. C'est vraiment une critique qu'on a très, très régulièrement. Il y a des gens qui me disent, je crois pas aux émissions évitées. C'est vraiment une histoire de croyance. Au début, j'étais un peu perturbée. J'étais là, mais je comprends pas. Genre, je vais pas demander si vous croyez, tu vois, en Dieu ou je sais pas quoi. Et en fait, je leur dis, moi, je crois que si on atteint un certain niveau de rigueur, de comparabilité et de transparence, c'est extrêmement important chez nous, c'est pas grave si c'est pas parfait. Et ça sera humble et on va itérer et c'est OK. Et d'avoir cette approche globale, ça rassure quand même pas mal les gens. Et moi, j'avoue, je suis assez à l'aise avec, on va dire. En fait, comment on fait, selon toi, plutôt, pour embarquer le plus de monde dans cette dynamique au-delà de l'indicateur extra-financier. Parce qu'en fait, quand tu discutes un peu avec les gens, c'est jamais leur responsabilité. Il y a toujours la responsabilité de quelqu'un d'autre, alors que ce soit la responsabilité de l'entreprise, la responsabilité de l'État, etc. Comment, à ton avis, on embarque ? Bonne question. Je pense déjà qu'il faut travailler sur plein de choses en même temps et qu'il n'y a pas une solution miracle. Enfin, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Un truc, c'est... Je pense que d'embarquer par le pouvoir plus que par vous avez la responsabilité parce que vous êtes des méchants, c'est assez efficace, en fait. J'avais le témoignage d'un entrepreneur qui participe à l'initiative, qui nous disait, Philippe Banquet, je ne sais pas si tu l'as... Mais qui nous disait, moi, j'ai constaté qu'avec les dividendes climat, c'était beaucoup plus engageant et beaucoup plus excitant pour les gens parce que c'était un truc qui allait valoriser leur travail, etc. Et il me faisait le parallèle en disant dans une boîte, quand tu dis aux gens « Ouais, on va réduire les coûts », c'est rare que tout le monde soit là « Yeah, super idée !» Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas un truc qui me les foule, quoi. Non. En revanche, comme on dit, on va créer plus de valeur ou on va faire plus de thunes. Bon, ça, c'est débattable, mais on va créer plus de valeur. C'est quand même beaucoup plus excitant, beaucoup plus sain pour l'être humain. On aime créer de la valeur, faire plus, faire mieux. C'est quand même qui on est assez fondamentalement. Et là, c'est un peu pareil. C'est essayer d'arriver aussi à transformer ça en pas seulement comment je fais moins mal, comment je suis responsable, comment je m'autoflagelle, mais plutôt comment je prends ça comme une opportunité pour en faire quelque chose de mieux, pour continuer à stimuler, continuer à créer, etc. Et je pense que
globalement, ça marche sur le dividende climat, mais ça marche aussi, je sais pas, c'est Cyril Dion qui parle énormément, tu vois, des nouveaux récits. Et je pense qu'il y a un énorme enjeu là-dessus qui se joue à plein d'échelles, à l'échelle des symboles, à l'échelle des récits, à l'échelle des indicateurs. Et à 50 000 échelles qu'il faut tout aborder en même temps. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. En tout cas, tu t'attaques à plusieurs échelles. Enfin, t'essaies, en tout cas. En tout cas, j'essaie. Ça, je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, on essaye. Avec Lorraine, on avait parlé dans son épisode de la montée de l'éco-anxiété. Ouais. Est-ce que c'est quelque... Alors toi, tu travailles en direct plutôt avec les entreprises, mais les entreprises, c'est aussi des individus. Ouais. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu es confrontée, ou est-ce que globalement, c'est des gens qui sont déjà passés à l'action et donc qui sont à l'étape d'après? C'est assez intéressant. Je dirais que moi, mes interlocuteurs, c'est quand même beaucoup de gens qui sont, notamment côté entreprise, qui font des climate solutions. Donc du coup, c'est souvent des gens qui, à mon avis, ont un fond d'éco-anxiété quelque part, sinon ils ne seraient pas là. Mais du coup, qu'ils le sont peut-être un peu moins parce qu'ils sont dans l'action. Et c'est vrai que moi, même à titre perso, je sens que je suis beaucoup moins anxieuse par ces sujets depuis que j'agis, je ne sais pas combien d'heures par jour pour essayer. Ça ne veut pas dire que je suis plus efficace et qu'il y a moins de problématiques anxieuses, parce que pour l'instant, on n'a pas changé grand-chose. Mais c'est vrai que le fait d'être dans l'action, ça allège quand même mentalement énormément. Et puis je pense, d'un point de vue très honnête, que ça te permet de te dire, au moins si dans 20 ans, rien n'a changé, je pourrais au moins me dire que j'ai essayé. Et ça, je pense qu'intellectuellement, c'est assez... Enfin, moi, je sens que ça me fait du bien. Et je pense que pas mal les gens avec qui nous, on interagit sont quand même des gens là-dedans. Dans cette démarche-là. Ouais. Après, tu sens quand même qu'il y a parfois des moments de découragement. Enfin, et moi, la première, mais quand tu es toute la journée à travailler sur ces sujets, moi, parfois, je dis souvent ça avec un des membres du board ou même plusieurs, mais parfois, j'ai l'impression d'être en train d'essayer de traverser l'Atlantique avec genre un kayak et une rame en carton, et je suis un peu là, tu sais, je rame, mais ça marche pas du tout. T'es un peu là, bon, bah, l'Atlantique, c'est long, quoi. Enfin, et donc, tu as forcément des moments de découragement, mais bah, tu es quand même en train de ramer, donc tu te laisses pas... Et puis, quand tu tournes la tête, tu vois qu'il y a d'autres gens qui sont avec leur rame en carton, là, et qui rament. Et ça porte pas mal aussi, je trouve. Pour avancer. Toute première fois, une toute première fois, une toute première fois, une toute première fois. Je te propose qu'on fasse un tout petit flashback et tu nous parles de ta toute première boîte. Ok. Et ben, du coup, moi, j'ai fait une école de commerce et un master spécialisé en entrepreneuriat. Et dans ce master, il te pousse à créer des idées un peu comme ça pour travailler sur le sujet, quoi. Pour être dans le concret. Voilà. C'est les exos, quoi, qu'on fait. Et à ce moment-là, j'avais une très bonne amie. Ce qu'on partageait beaucoup ensemble, c'était le sport. Et du coup, on avait un peu envie de travailler ensemble. On a commencé à réfléchir à des idées autour de ça. Et comme toutes les deux, on a toujours été très orientés intérêt général. Sport, ça peut être intérêt général, évidemment, mais assez vite, ça tournait un peu trop flou. Et donc, on est assez vite tombé sur la santé, en fait. Et donc, et un peu par hasard, avec ces bonheurs d'entrepreneuriat où on faisait les bonnes élèves, on allait parler aux gens, à des kinés, à des podologues, etc. On s'est retrouvés à tomber sur un besoin assez spécifique. Alors, dans le genre, oui, c'est peut-être ma ligne de mire, là, les trucs très spécifiques, mais un besoin pour les kinésithérapeutes et les professionnels de rééducation d'être capables de mieux mesurer et suivre l'évolution de leurs patients et valoriser ça et communiquer ça aux autres professionnels du parcours de soins. Et donc, on a développé une entreprise qui s'appelle Cobus, K-O-B-U-S, qui développait une sorte d'assistant digital pour les kinésithérapeutes et professionnels de rééducation, avec vraiment un aspect optimisation du temps, mais un aspect très médical. Et on avait un associé kiné et un associé directeur technique avec nous. Et ça a été ta première aventure entrepreneuriale? Tout à fait. Et du coup, en fait, on a continué après la sortie. On l'a lancé direct à la sortie d'école en 2016, du coup. Et on a fait ça pendant 5 ans, en vivant les joies de la Startup Nation, en étant à Station F, en levant des fonds, jusqu'à l'exit, puisqu'on a eu la chance de pouvoir revendre Cobus à un grand groupe de logiciels. Vous cherchiez à vendre ou on est venu vous chercher? On cherchait pas forcément à vendre, mais disons qu'on était à un moment où c'était soit il fallait refaire une nouvelle levée pour relancer un cycle, soit éventuellement considérer ça. Et on était en discussion avec pas mal de gros logiciels, avec Doctolib aussi à l'époque et tout, pour des sortes de partenariats opérationnels. Et on s'est dit,
en fait, là, il y a un peu ce truc. Testons voir un petit peu si ces partenaires opérationnels, il n'y a pas quelque chose à faire un peu plus pour aller plus loin, plus vite. Et pour dégager aussi beaucoup de valeur pour nos utilisateurs, parce que nous, on était un aspect très médical et il y avait beaucoup de trucs administratifs. Et du coup, le lien pouvait être pertinent. Et c'est comme ça qu'après, ça a découlé assez vite. On a eu la chance d'avoir plusieurs offres, de pouvoir choisir et de faire la boucle, quoi. De faire toutes les étapes jusqu'à la boucle. Ton premier ego trip dans ta vie d'entrepreneur? Je pense la première fois qu'on a recruté quelqu'un en CDI. Ouais. Je me suis dit, waouh, en fait, là, on a créé un emploi pour quelqu'un, un vrai emploi durable, qui sert à quelque chose. Ouais, je pense qu'on était très fiers. Ta première déception avec Climate Dividend? Avec Climate Dividend? Ouais. Ma première déception. Je dirais peut-être que quand je suis arrivée, il y avait des gens qui avaient un peu gravité autour, de par l'historique avec Tim, etc. Et certains n'ont pas continué. Quand je suis arrivée et que j'ai pris le truc, n'ont pas continué à être intégrés. Peu, en vrai, mais quelques-uns. Et ça, ça, c'était une déception, parce que ça te pose des questions. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le timing? Puis parce que tout d'un coup, tu te dis, j'arrivais dans un endroit un peu... Il y avait déjà plein de monde, puis finalement, tu dis, en fait, il n'y a peut-être pas tant de monde que ça, attention. Donc ça a été peut-être un peu déstabilisant quand même. Et ta première big mistake avec Climate? Avec Climate Dividends? Ouais. Ma première big mistake... Elles sont dures, tes questions. Hein. C'est très dur, Solène. De sous-estimer le temps que ça prenait pour embarquer des gens dans l'aventure. Et de penser que, comme moi qui venais d'un monde complètement extérieur, j'ai assez vite compris et assez vite été à fond dedans, parce qu'en fait, c'était mon projet, donc évidemment, c'est extrêmement biaisé. De me dire que c'était la même chose, ça allait être la même chose pour les autres, que j'allais réussir à leur faire comprendre tout de suite, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a des gens, il faut que je leur explique 2, 3, 4 fois, et ils n'ont toujours pas compris. Alors peut-être qu'il faut que je aussi me remette en question et que c'est moi qui explique très mal, hein. C'est tout à fait possible. Mais voilà, de sous-estimer ça, et qui fait que derrière, du coup, je pensais que c'était bon. On a commencé un truc, et en fait, je me rends compte, tu vois, 3 fois après, on me pose une question, et je me dis, ah oui, en fait, pas du tout, là, il y a un gros problème. Et ça, je pense que c'est un apprentissage perpétuel, de prendre le temps, de vérifier que les gens sont embarqués pour les bonnes raisons, qu'ils ont bien compris, etc. Il y a un vrai sujet d'évangélisation sur ton sujet. De fou. T'es un peu avec ton bâton de pèlerin pour expliquer, parce que ça demande d'apprendre et de mettre dans son référentiel de choses qu'on connaît. Ouais. Un nouveau référentiel, en fait, une nouvelle mesure. Exactement. Et donc, tout le monde cherche à comparer tout de suite pour essayer de comprendre ce que c'est. Et voilà, c'est pas forcément toujours facile. Notamment quand tu es dans des milieux comme le milieu financier, qui a quand même déjà des repères très actés depuis longtemps. Voilà, dans des tableaux qui roulent déjà tout seuls. Actés, ancrés. Voilà. Donc, et ça, c'est pas toujours facile. En fait, d'accepter que les gens vont mettre plus de temps. Pas parce qu'ils sont bêtes du tout, mais parce qu'ils viennent pas du même bagage, parce qu'ils n'ont pas le même positionnement, parce qu'eux, derrière, ont d'autres contraintes que j'ai pas forcément en tête. Et tu vois, d'arriver aussi un peu avec ce truc, cette fougue d'entrepreneuse, « Ah, mais c'est bon, on va tout changer, blablabla ». Et de se rendre compte qu'en fait, non, on va prendre le temps, en fait. Ça va prendre plus de temps, et c'est pas grave. Ça crée de la frustration chez toi ? Oui, toujours. Ouais. Mais ça crée aussi de la motivation. De la motivation. C'est un mix, c'est toujours le curseur, tu vois. Est-ce que tu te souviens de la première personne qui t'a dit « Oui, je te suis sur Climate Dividend » ? Oui, c'est Sweep, c'est Rachel et Renaud Bétain alors qui était déjà là dans l'histoire d'avant, mais quand même il a fallu que je les reconvainque, parce que je sortais de nulle part, ils savaient pas qui j'étais, enfin tu vois, je connaissais rien au climat, mais rien, enfin à part de la culture perso, mais je veux dire marché carbone, les émissions évitées, c'était et c'était, je m'attendais pas à être autant challengée parce que j'avais l'impression qu'ils venaient d'avant, mais en fait ça m'a énormément servi, parce que du coup quand ils ont dit oui, je me suis dit c'est aussi ma première petite victoire, c'est pas juste parce qu'ils étaient là avant, quoi. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Ça va toujours ? Ça va toujours.
Tu l'as dit un peu tout à l'heure, tu as toujours voulu être entrepreneur ? Je ne sais pas si j'ai toujours voulu être entrepreneur ou entrepreneuse. Il y a un gros débat sur est-ce qu'on dit entrepreneur ou entrepreneuse. Mais les deux me vont, mais très du bien. Coup, voilà, moi aussi. Parfois je dis l'un, parfois je dis l'autre, t'inquiète. C'était pas en mode... Par contre, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui servait au monde. Un petit peu... Non, mais j'ai toujours voulu, tu vois, quand j'étais gamine... Les gens qui me faisaient rêver, c'était Mandela, c'était Gandhi, enfin tu vois, toujours voulu être utile. C'est vraiment un driver très très fort. Quand j'étais toute petite, je m'étais dit que je voulais faire de la politique. Et puis un jour, j'ai lu un bouquin qui avait vraiment rien à voir avec ce dont je vais te parler. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que l'héroïne, qui faisait une sorte de polar, c'est une comptable qui sauvait le cabinet de photos d'un pote. C'est vraiment un truc en parallèle. Et qui venait de la faillite et elle le remettait d'équerre et donc il se remettait à créer une super dynamique. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est trop chouette. Moi, je veux faire ça. Je veux récupérer des entreprises en faillite et les remettre sur pied. Et ça, plus mes études, je pense, j'ai commencé à me dire, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi une manière hyper chouette de changer le monde, d'avoir un impact, d'être utile, différent de ce que tu peux faire en collectivité, en politique ou dans plein d'autres, en associatif, évidemment, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir ça comme driver. Mais après, de manière hyper honnête, quand j'ai fait mon master d'entrepreneuriat, je m'étais dit, un jour, je serai entrepreneuse, mais pas du tout à la sortie. Puis c'est un peu un hasard. Les choses sont faites comme ça. Se sont faites. Tu avais des modèles d'inspiration d'entrepreneurs dans tes proches Dans mes proches, pas tant que ça. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses. Non, pas particulièrement, en vrai. Je viens d'une famille où on aime travailler. Donc ça, oui, je pense, du goût de l'effort, ça beaucoup. Mais pas forcément d'entrepreneuse. Ou d'entrepreneur, enfin, je veux dire, tout court, quoi. Qui est-ce qui a... Donc, on a compris, il y a eu ta première expérience entrepreneuriale qui a forgé qui tu es aujourd'hui. Ouais. Il y a d'autres étapes un peu clés de personnes que tu as rencontrées sur ta route qui ont fait que Laura est celle qu'elle est aujourd'hui ? De personnes ou de choses ? Les deux. Les deux. Bon, il y a un truc, c'est pas très pro, mais je pense que ça fait vraiment partie de qui je suis. C'est un amour absolument inconditionnel pour l'Amérique latine. Ouais. J'ai eu la chance de faire un échange en Argentine pendant mes études et d'y retourner à plusieurs reprises avant d'avoir une prise de conscience écologique sur l'avion, on va dire. Donc maintenant, tu y vas en ramant. Je suis toujours pas retournée depuis, mais j'aimerais bien faire une transat pour pouvoir y retourner, effectivement. Qui est l'Argentine, notamment beaucoup la Colombie, qui est un pays dont je suis tombée folle amoureuse, avec une énergie, un partage, et je pense que aujourd'hui je danse, c'est une langue que j'aime beaucoup parler, etc. Et ça fait vraiment partie de qui je suis, je pense, mais c'est pas très pro. Oui, mais ça fait partie aussi de ton chemin finalement, de choses que tu as pu apprendre sur ta route jusqu'à devenir entrepreneur en fait. Tout à fait. ta vie pro. Tu voulais dire quelque chose ? Non, j'allais dire, je pense que ça m'a pas mal appris aussi ça m'a prouvé une certaine adaptabilité, tu vois. J'ai vécu 3 mois en Colombie et 3 mois, je me sentais chez moi, tu vois. Alors que je n'étais pas du tout chez moi, je ne suis pas colombienne, il n'y a pas de débat. Mais... C'était un échange universitaire ? Colombie, c'était j'étais allée pour faire un stage après. Stage, ok. Ouais. Et de ça, assez vite, je m'adapte assez bien dans plein d'environnements et quand je suis entourée de gens qui vont dans le même sens que moi. Et ça, je pense, tu peux le transposer assez facilement du personnel au pro. J'ai une question pour toi de quelqu'un, je pense que tu vas reconnaître sa voix. Oui. Vous avez un message. Salut Laura, c'est Sonia. Bon, écoute, maintenant qu'on a plus de 30 ans, on a déjà appris pas mal de trucs. Tu cherches toujours à apprendre des nouvelles choses, mais est-ce qu'il y a des choses que tu cherches à désapprendre ? Tu peux nous dire qui est Sonia ? Sonia, c'est mon ancienne associée de Cobus, c'est une amie très très proche. Et c'est une très bonne question. Je pense qu'un truc que je cherche à désapprendre, c'est à faire moins. À faire moins vite, à sortir peut-être tout le temps de cette logique de la surperformance, de la surefficacité. C'est typiquement un des trucs qui, moi, m'a fait et je suis assez contente d'être sortie de la Startup Nation en tant que telle, qui a plein de choses très chouettes et que je continue à appliquer, évidemment. Mais cette volonté de toujours plus, sans qu'on sache forcément pourquoi plus, parce que parfois c'est utile, mais parfois pas du tout, c'est quelque chose que j'essaye de faire, d'apprendre à plus prendre le temps, d'accepter d'être plus patiente.
c'est un long chemin, mais je pense que c'est un... C'est quoi tes clés pour y arriver ? De me forcer à tu vois, moins prévoir de choses, à être moins dans l'optimisation, à quand je... Alors, je le fais mieux sur les autres, mais par exemple, j'essaye souvent de dire ça au sein de l'équipe, avec les Dividends. Fixons-nous des objectifs peut-être un peu moins ambitieux, mais qui en sont plus réalistes, qui vont nous permettre aussi de garder un autre équilibre sur d'autres choses. Voilà, c'est plein de petits pas. Je suis globalement plutôt en échec sur ce désapprentissage, soyons très clairs. Mais c'est un cap, en tout cas. Et est-ce que tu ne crois pas qu'avec Climate Dividend, tu demandes d'une certaine manière aussi à tes interlocuteurs de désapprendre ce qu'on leur a appris et ce qui est bien ancré, comme on le disait tout à l'heure? C'est une très bonne remarque. Je ne l'avais pas forcément vu comme ça, mais... En tout cas, en partie. Ce que j'essaie de faire, c'est de leur dire, vous ne devez pas tout désapprendre, vous devez plutôt ouvrir vos chakras pour pouvoir apprendre, ou en tout cas ajouter un truc de plus, parce que si je pars sur vous devez désapprendre... Oui, non, là, ils ne t'écoutent pas. C'est entre nous, on se dit ça juste, voilà. Personne nous écoute. Mais effectivement, tu as raison, et je pense que c'est une des choses les plus difficiles à faire. Et c'est marrant parce que je pousserais ton parallèle encore plus loin, tu vois. Je pense que moi, j'ai grandi dans un monde, comme nous tous, mais où, tu vois, de faire mieux, de faire des études, de créer une boîte, de faire plus, blabla, c'est valorisé. Et donc, faire moins, ça te demande aussi de changer ce que tu valorises. Oui. Et c'est exactement la même chose sur les dividendes climat, c'est d'arriver à changer fondamentalement ce qu'on valorise, pas juste de faire de la thune, mais de faire du climat. Et c'est pas facile, ouais. Ouais, c'est un changement de paradigme qui est énorme, en fait. Ouais. Mais je discutais hier avec un ami qui donne des cours à la Red Gen School, notamment sur la nouvelle manière de penser le marketing et la communication, qui sont aussi impactées, en fait, parce que si on veut être dans cette dynamique dont tu parles, ça demande aussi de ne pas penser le marketing comme on nous l'a appris c'est clair, sur les bancs d'école de commerce. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça demande même de repenser totalement ce que c'est qu'une école de commerce, si tu veux mon avis. Également aussi. Il y a beaucoup de travail. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut en effet désapprendre et détricoter pour repenser ce monde différemment si on veut avoir cet impact dont on parle. Oui. Après, tu peux aussi dire que... Alors, ça dépend. Pour les gens qui sont déjà sortis, qui sont déjà en activité, c'est du désapprentissage. Je pense qu'un des gros enjeux, c'est aussi pour les gens qui sont que dans leur première phase d'apprentissage. On est tous en apprentissage tout au long de notre vie, évidemment. Mais tu vois, à l'école et notamment dans les études, c'est d'apprendre quelque chose de différent tout de suite, quoi, parce que c'est beaucoup plus dur de désapprendre que d'apprendre direct, quoi. Oui. Donc je pense que le monde de l'éducation, et on en reparlait, des récits, etc., moi, l'éducation, c'est un autre de mes gros thèmes que j'adore, à part l'écologie, on va dire. Enfin, il y en a 40 000, mais... et je pense qu'il y a un enjeu énorme. C'est à la fois hyper chouette. Enfin, c'est trop cool de se dire comment on crée un truc plus... qui est compatible avec des limites planétaires, mais pas parce que tu le vois en « oh, c'est moins bien », mais parce que juste, c'est plus chouette, parce que c'est valorisé autrement, parce qu'on recrée du lien, du temps. Enfin, il y a plein de trucs trop bien à inventer, mais il faut le faire, quoi. Sinon, c'est plus dur, parce qu'il faut revenir en arrière. Revenir en arrière et réapprendre différemment. Désapprendre pour réapprendre. Dans ta réponse, en tout cas, que tu as faite à Sonia, tu disais apprendre à faire moins, lever le pied. Dans ce podcast, on parle souvent de la santé mentale du dirigeant, parce que ça devient un sujet de moins en moins tabou. Quand à une époque, c'était très, très tabou. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce sujet ? C'est un très bon sujet, je pense déjà. Je pense que j'ai pas mal changé là-dessus et que ma première expérience m'a beaucoup aidée. Chez Cobus, avec Sonia, on a beaucoup travaillé. Enfin, vraiment, j'ai fait une prépa et tout, donc j'ai quand même déjà pas mal travaillé dans ma vie. Mais là, vraiment, beaucoup. Et en fait, je sais que je veux plus travailler autant. Je travaille, je suis loin de rien faire, mais je suis beaucoup plus au clair sur mes limites. Sur l'équilibre pro-perso que je veux. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Parce que je pense que chez Cobus, il y a certains moments où on est allé trop loin. J'ai maintenant, sans jamais aller jusqu'à un burn-out ou autre, j'ai la chance de pas brûler complètement les ailes. Mais je sais que je veux plus forcément aller là. Et c'est à la fois... Jouer avec la limite, en fait. Ouais. Et je veux dire que je l'ai placé plus bas. Ouais. Et c'était quoi la prise de conscience ? C'était post-exit, ça a été... Ouais, peut-être post-exit, il y a eu quand même
tu vois. Super bien mimé. Voilà. Dommage pour le côté podcast. Vous pouvez imaginer m'affaler sur ma chaise. C'est pour ça qu'il faut aller sur YouTube regarder cette vidéo. Exactement. Pour voir le mime du feu, c'est terrible. Ouais, il y a ça, mais puis je pense aussi qu'il y a une réflexion plus politique derrière, tu vois, désapprendre. C'est aussi, je pense que on peut pas dire comme tu l'as très justement fait remarquer, si on veut changer de modèle, il faut aussi se changer nous, et c'est en se changeant nous qu'on change de modèle. Et donc tu peux pas dire à tout le monde, il faut être plus lent, accepter de prendre le temps des choses, de la nature, et toi être là, regarder ta montre et à tout optimiser et à mettre machin et à être dans de la surperformance. Donc c'est l'un alimente l'autre et ça vient de manière aussi progressive, je dirais. Allez, je te lance ta dernière question sur Oulala. Vous avez un message. Salut Laura, c'est Olivier et Mathieu de 2050. Écoute, je suis ravi que tu sois accueilli par le podcast 40 nuances de Sista. Tu sais que j'apprécie beaucoup le travail que tu fais et que nous faisons ensemble autour de Climate Dividend. Et je vois toute l'énergie que tu déploies. Je sais en plus que toi, tu as vécu aux États-Unis, tu es arrivé en France, donc tu arrives avec des capacités, une expertise, de l'hyperactivité. Et je me demandais en fait, qu'est-ce qui te fait courir, qu'est-ce qui te fait motiver, et d'avoir notamment choisi ce parcours du combattant dont la mission est admirable, mais qui est aussi un parcours semé d'embûches, qui est d'imposer finalement une nouvelle norme à travers les climate dividendes ou les dividendes climatiques. Donc je me demandais quel était ton moteur intime et ta motivation et quelle trace tu voulais laisser sur Terre et quels seront finalement tes critères de satisfaction et de succès à l'issue de ce projet. En fait, il y a 12 questions en une avec Olivier. Donc, Olivier Mathieu, qui est notre co-host sur ce podcast avec Thomas Benzazon, mais quelquefois on le fait ensemble aussi, ça nous arrive, et qui te pose donc cette question 2050 avec qui tu collabores. Qui est un des membres fondateurs de l'association. Donc, je connais bien Olivier, effectivement. Et Marie Eklund. Tout à fait. Et je ne savais pas que j'allais avoir une question de psy. C'est la partie on parle de vous. Je lui enverrai la facture du psy. Je mettrai ça dans le mécénat. Psychologue pour le dirigeant et la dirigeante. C'est une super question. Il y en a 40 000, effectivement, comme tu l'as dit. Qu'est-ce qui me fait courir ? Je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure sur... c'est servir à quelque chose, vraiment. Ouais. Vraiment avoir un impact et me dire que j'ai aidé à faire que le monde avance à ma petite échelle, mais dans une direction qui me semble plus souhaitable. C'est vraiment un truc très très fort chez moi, qui a toujours été et qui, ça, je change pas. Et qui est, je pense, encore plus nourri par l'entrepreneuriat, parce que, à tort et à raison, mais ça te donne l'impression que tu as un impact. Somme toute relatif, parce qu'on est quand même une somme de beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, mais du coup, t'as l'impression que t'es un peu plus maître de là où tu mets ton énergie, et donc du coup, moi c'est vraiment ça, je pense, qui me fait courir et me lever le matin, surtout pour une cause qui me tient à cœur. Et quelle trace je veux laisser pour l'humanité ? Déjà le moins de traces possible, en fait, peut-être, parce qu'on est dans une optique zéro déchet, Olivier. Je m'en fous un peu de la trace de mon nom, de machin, c'est pas trop ça. Mais par contre, tu vois, si demain, en fait, le dividende climat était intégré dans des réglementations, dans les best practices des fonds, et que réellement, ça contribuait à réorienter les financements vers des solutions climatiques, même si c'est de l'ordre de 2%, tu vois, à l'échelle globale, là, je pense que je serais très fière. Ça fera partie de tes mesures de succès. Tout à fait. Pour finir la question d'Olivier. Ouais, c'est vrai que c'était raison. Les KPI, les indicateurs. Je me distribuerai des dividendes climat personnels. Justement, toi, tu t'inspires. Tout à l'heure, tu disais, quand tu es rentrée dans cet univers, alors bien à titre perso, j'avais pu lire des choses, etc., mais je n'étais pas ultra capée sur le sujet de l'écologie, ouais, tout ce qui tourne autour de la transition. Est-ce que aujourd'hui, dans tes temps un peu plus off, tes temps de train, tes temps de transport, entre deux réunions, etc., t'écoutes des podcasts, tu lis des choses sur cet univers en particulier, ou au contraire, justement pour ralentir et faire un peu cet équilibre pro-perso dont on a parlé précédemment, t'as des activités qui sont complètement autres, où tu vas chercher l'aspiration complètement ailleurs?
Ouais, au début, j'ai essayé de lire beaucoup de trucs sur encore le climat, des essais, machin. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais du mal à passer 10 heures de la journée à taffer, puis de lire un essai sur le dérèglement climatique ou la finance durable. Ça me sortait un peu par les trous de nez quand même. J'étais là, bon. Et notamment, du coup, moi, j'essaye de plus lire et de me nourrir sur des sujets peut-être plus sociaux, sur le féminisme, etc. Parce que voilà, je suis très climat dans mon action, mais je pense que c'est une réflexion plus globale. Globale, bien sûr. Et donc, j'essaie plus d'avoir une des dimensions sur ce côté impact plus autre pour équilibrer. Je fais du bénévolat dans des assos, parfois un petit peu et tout, tu vois. Comme lesquels ? Par exemple, j'aide, pas beaucoup, mais j'héberge une asso à Marseille qui s'appelle Ramina. Je vis à Marseille, ça c'est un autre point commun avec Olivier, qui fait de l'hébergement d'urgence pour les jeunes réfugiés à Marseille. Donc c'est assez chouette parce que tu peux héberger de manière ponctuelle ou laisser ton appart quand tu pars en vacances. C'est hyper simple, mais ça aide pas mal. Ouais. Donc voilà, des petits trucs comme ça. Après, il y en a d'autres, mais... Donc voilà, donc j'essaie d'équilibrer, je dirais, sur ce genre de choses. Ça me fait du bien de ne pas avoir que du climat et de l'intellectuel. Et après, moi, je fais beaucoup de sport. C'est surtout ça, ma soupape de liberté. Je crois que tu vas nous en parler un peu plus tard dans ta carte blanche. Peut-être. Mais avant, je pense que c'est le moment de... Oh là là. Parce que c'est notre projet. Alors là, Laura ne rigole plus, elle sort son petit téléphone. C'est l'enfer. Laura, si tu étais présidente de la République, quelle serait la première mesure que tu prendrais ? Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai préparé quelque chose, mais là, en me disant, je me dirais qu'en fait, la première mesure, c'est que je trouve qu'il faut qu'on arrête d'avoir un ou une présidente, là, complètement présidentielle. C'est pas du tout... Toi, tu changerais le système. Ouais. Allez. Allez, on désapprend. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a un côté un peu, tu sais... homme ou femme, mais dans les faits souvent homme quand même encore, providentiel qui va tout changer, qui va pas, quoi. On réinvente la gouvernance des entreprises, mais à l'échelle globale, on a un peu du mal. Donc, je pense que c'est un des gros sujets sur lequel je m'attarderais. Et tu ferais comment ? Une bonne question. Peut-être que j'essaierais de faire beaucoup plus de démocratie locale, tu vois, les initiatives de la Convention pour le climat, des conventions citoyennes qui alors, ont eu aujourd'hui le problème de ne pas être trop suivies et vraiment appliquées, mais qui sont des très bons exemples de démocratie participative. Ça me semblerait hyper intéressant pour diffuser beaucoup plus la responsabilité. Et comme tout à l'heure, pas que de la responsabilité, mais aussi du pouvoir, de l'empowerment, comme tu disais. Je pense que ça, c'est un sujet qui, en plus, je trouve passionnant et qui serait assez chouette à faire. Après, ce que j'avais prévu de te dire initialement, c'était de travailler sur le financement de la transition écologique, parce que je pense que c'est quand même là où je serais la plus pertinente, parce que le reste, je ne suis pas non plus une experte. Et tu vois, de travailler notamment sur comment tu taxes plus les plus riches, les plus polluants, comment tu fais une transition juste, qui est quand même un sujet qui prend, mais qui est un petit peu oublié, je trouve. On a une approche peut-être trop juste climat. Je pense que ça, c'est un vrai sujet de comment on fait pour que nos impôts alimentent ça, plus que d'autres choses sur lesquelles je serais assez contente de pouvoir travailler aussi. Bon, si jamais quelqu'un nous entend. Voilà, Michel Barnier, c'est dommage, j'ai pas eu le temps de lui parler avant son discours de politique générale qui est fait hier, au moment où on enregistre. Ouais. Voilà. Et je crois que les sujets sur le climat, la transition écologique étaient assez light des critiques que j'ai vues. Voilà. On va pas se concentrer sur les portes, on va se concentrer sur l'avenir. Mais comment justement on embarque les politiques sur ces sujets ? Et ton sujet, par exemple, typiquement ton sujet... on a besoin de les embarquer. Oui, parce que Bercy pourrait très bien s'emparer de ce sujet. Je leur parle de temps en temps, mais pas encore assez, évidemment. De plusieurs manières. En faisant de la preuve par l'exemple. Et donc, c'est vraiment ça où plus il y aura de boîtes, plus il y aura de grosses boîtes, d'investisseurs, de gens connus, plus ce sera facile parce qu'ils auront que à adouber et pas à inventer, ce qui est quand même plus facile pour le réglementaire et le politique, globalement. Puis après, c'est aussi la chance de l'asso d'avoir quand même des gens assez high level, notamment la présidente Brune Poirson, qui a quand même des ouvertures sur ce monde qui facilite. Fait partie d'un gouvernement. Qui a fait partie d'un gouvernement, effectivement. De pouvoir nous aider à avoir une voix plus facilement sur ces sujets. Mais c'est long. Et je pense qu'il y a si je suis très honnête, je pense qu'il y a un juste milieu sur le politique. Il faut avoir l'air suffisamment sexy pour qu'ils aient envie de s'en emparer.
Et en même temps, il faut pas être trop sexy, parce que généralement, si t'es trop sexy, c'est que potentiellement, t'as un peu perdu ton âme quelque part, quoi. Donc, il y a ce curseur à trouver pour pouvoir être déployé, embarqué, tout en restant un vrai truc qui sert à quelque chose, parce que sinon, on retombe sur des critiques et des problématiques qui peuvent arriver au meilleur des initiatives, quoi. Et l'enjeu, c'est de continuer à mesurer cet impact correctement. Tout à fait. Je suis perdue dans mes boutons. On a beaucoup de mots en même temps. Waouh! Tout entrepreneur, dans sa vie d'entrepreneur, se prend des claques. Souvent, on me dit, mais c'est tous les jours qu'on se prend des claques. Ce qui est vrai. Mais s'il y en a une que tu dois nous transmettre, hein, et pour moi, la claque, alors, ça peut être un truc négatif, mais ça peut être aussi un truc positif. Tant mieux, parce que j'ai plutôt pensé à un truc positif. C'est un léger biais de ma personnalité. Mais je pense que une claque que je me suis prise, c'était avec Cobus, ma première boîte, de me rendre compte que, en fait, ce qui m'a rendue la plus fière, et qui m'a surtout généré peut-être le plus de joie et de joie au quotidien notamment, c'était pas forcément tant l'impact qu'on avait via ce qu'on faisait, qui est quand même important, et c'est ce dont je te parle depuis le début, mais c'était aussi en fait l'impact d'avoir créé un endroit où il faisait bon travailler, où les gens étaient vraiment... Je pense, hein, si certains anciens salariés nous écoutent et qui ne sont pas d'accord, qu'ils n'hésitent pas à commenter et dire que je raconte n'importe quoi. Et qu'ils n'hésitent pas non plus à commenter pour dire que c'est tout à fait vrai. Tout à fait, évidemment. Mais voilà, qu'ils étaient fiers de travailler dans cette entreprise, fiers de la culture qu'on avait créée ensemble. J'ai vraiment des souvenirs marquants de moments où, comme tu dis, en tant qu'entrepreneur, même quand on est motivé, parfois on est un peu découragé, on voit plus trop le bout, on est fatigué. Et d'être remotivé par des salariés qui, à ce moment-là, ils croient pour toi, ou sont même capables de dire, en fait, dans nos valeurs, il y a la bienveillance, et là, Laura, attention, j'ai l'impression qu'on est en train de la perdre, vas-y, viens, on fait ça comme ça. Pas parce qu'ils critiquent, mais justement parce qu'ils ont envie de le préserver. En fait, ça, j'ai trouvé ça super fort et hyper chouette. Et du coup, ça a énormément infusé aussi le prisme avec lequel j'aborde les prochains, dont là, par exemple, les dividendes climat, ce qu'on veut faire, c'est hyper important. Je pense que ça ressort quand même pas mal de ce que je dis. Mais la manière dont on le fait, c'est aussi hyper chouette. Et c'est pour ça que, tu vois, là, ce setting d'être dans une asso, donc fort impact, mais en même temps avec de l'entrepreneuriat, moi, ça correspond hyper bien. La relation, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, que j'ai avec ce board, le conseil d'administration et le comité stratégique, que je remercie vraiment pour leur soutien. Ils sont hyper supportifs et je les sens pas du tout là pour me juger. Ça veut pas dire qu'ils ne challengent pas, qu'ils ne critiquent pas, évidemment, mais ils sont vraiment là en soutien, presque. Parce que là, c'est cool, merci de t'occuper de ce truc, c'est bien, mais c'est dur. Et en fait, ça compte à 50%, en fait. Ouais. Et la relation que j'ai aujourd'hui avec mes collègues, l'équilibre qu'on cherche à amener, voilà, tout ça, je pense, ça a vachement infusé ma manière de faire de l'entrepreneuriat. Peut-être que c'est moins, tu vois, waouh. Non, mais c'est hyper important, parce que c'est vrai que nous, on donne la parole aux fondateurs, cofondateurs, CEO, directeurs ou directrices générales. Mais tout à l'heure, je parlais moi avec l'équipe ici et je leur disais, derrière toutes ces réussites, il y a une équipe. En fait, bien sûr que le CEO ou la CEO impulse, fait des choses, etc. Mais sans une équipe motivée, qui croit au projet, qui donne de ses talents, de sa curiosité, de son inventivité, il se passe rien, en fait. Et donc, cette culture que tu mets en place dans ta boîte, dans ton organisation, elle est primordiale, en fait, pour, garder les talents, les motiver et faire en sorte que c'est sympa de venir bosser. Parce qu'on y passe quand même quelques heures, même si on essaie de réguler un petit peu. Non, mais grave. Et que, comme le disaient à la fois Rachel et Olivier, notamment là, par exemple, c'est un marathon, c'est dur, c'est compliqué. Des portes, on s'en prend tous, tout le temps. Et en fait, s'il y a que l'objectif un peu hors de toi aussi, et qu'en fait, t'as pas un écosystème qui va dans le même sens. Tu vois, si t'es pas avec des gens qui rament, même si c'est tous avec ta rame de carton, là, si je continue ma métaphore, en fait, si les gens ils rament dans l'autre sens, c'est trop dur, quoi. Ou si t'es tout seul, moi, je peux pas le faire sur une barque toute seule, quoi. Même s'il va plein avec une rame en carton, on rame globalement pas très vite, mais c'est pas grave. On rame quand même tous ensemble. Et sur ces petites rames en carton, dans ta première boîte, tu te souviens ce que vous aviez initié, ce que vous aviez impulsé pour créer justement cette culture de boîte ? Ouais, pas mal de choses. Je dirais que moi, j'étais pas mal en charge des sujets RH parce que c'est un truc qui m'intéressait beaucoup. Et pas que du côté droit du travail, paye, mais vraiment, onboarding. Ça, c'est vraiment moins fun.
Clairement, mais il faut le faire. C'est très important. Très vite, alors qu'on était une petite boîte, tu vois, on a beaucoup travaillé l'onboarding, on a beaucoup travaillé la politique de REM pour avoir une grille. Moi, je voulais vraiment pas nous, les 4 associés, qu'on ait une politique de rémunération qui puisse être injuste, qui fasse que ce soit aux salariés de quémander l'augmentation. Ça veut pas dire qu'on augmentait tout le monde tout le temps, tu vois, bien sûr que non. Mais voilà, ça, je pense, l'onboarding, la politique de REM. Et ensuite, je pense, moi j'ai été énormément marquée, j'aurais d'ailleurs peut-être pu le citer en claque maintenant que j'y pense aussi, mais par la lecture d'un livre de Frédéric Laloux qui s'appelle Reinventing Organizations, qui parle des nouveaux modèles d'entreprise avec un terme qui peut être un peu galvaudé, mais des entreprises libérées. Tu as un peu trois axes sous ça. Un qui est l'absence de management, qui ne veut absolument pas dire l'absence de règles, mais l'absence de hiérarchie de pouvoir. Tu peux avoir la hiérarchie de la connaissance. Si moi, demain, je viens travailler chez Feuille Blanche, même si tu n'es pas ma chef, je pense que tu vas avoir un peu une hiérarchie de pouvoir, parce que moi, j'y connais rien en podcast, et toi, oui. Tu vois. Il y a le côté... Donc ça, c'est un des axes. Il y en a un autre qui est vraiment le fait d'avoir une mission, une raison d'être de l'entreprise qui est réelle, qui est incarnée. Et le troisième qui m'avait aussi beaucoup parlé, c'était de permettre la vulnérabilité en entreprise, de valoriser autre chose que ce masque social qui est très pénalisant pour beaucoup de gens et qui quand même valorise des qualités qui sont très je suis fort, j'aime le risque, machin, et pas du tout la sensibilité, le doute, le machin. Et que ça passait aussi beaucoup par si les dirigeants sont pas comme ça, tu laisses pas la place aux équipes pour l'être. C'est clair. Et donc, du coup, de faire l'effort, même si c'était assez, je pense, naturel, parce que je suis quelqu'un d'assez transparent et facilement lisible, mais de se dire, je peux montrer des vulnérabilités, je peux partager des choses aussi, des ratés, des échecs, etc., pour que ça infuse réellement et que ça soit pas juste écrit sur un mur. Et je pense que ça joue aussi. En tout cas, ça donne des bons tips à ceux qui pourraient nous écouter. Allez. Carte blanche pour 40 nuances de Next. C'est le moment où je me tais et où je te laisse le micro. Oh là là. Alors moi, j'y suis en avant-première de quoi tu allais nous parler. Et donc, j'ai hâte d'entendre. C'est beaucoup plus intimidant que de répondre à des questions, cette histoire. Non, mais en carte blanche, moi, j'avais envie de vous parler de montagne, parce que c'est une autre de mes passions très, très fortes dans la vie, et notamment d'alpinisme, parce qu'on en parle pas mal ces derniers temps. Il y a eu les docus, et on a quand même une vision de la montagne et de l'alpinisme qui est quand même très masculine, déjà, très, très performance. Védrine qui a fait le K2 en encore moins de temps, sans oxygène, toujours plus, etc. Et effectivement, qui prend pas forcément trop en compte les aspects écologiques. Et moi, ça me touche parce que, en fait, c'est pas ma vision de la montagne. Et notamment, là, j'ai eu la chance d'intégrer un groupe de formation en alpinisme. Il y a quelque chose qui s'appelle le CAF. Alors, pas la CAF qui distribue des allocations, mais le CAF. Et que tu n'arrives jamais à joindre. Voilà. Donc, tous mes potes me disent, tu fais une formation alpinisme avec la CAF? Je comprends pas, c'est quoi ce truc? Je suis là, non, le Club Alpin Français, qui est une asso qui permet de faire des sorties en montagne et de se former. Et là, c'est un groupe de formation en alpinisme. Mais où ce qui est vraiment mis en accent, c'est le partage. Donc, c'est un groupe, on va rester toute l'année ensemble. C'est la transmission, c'est des bénévoles qui nous encadrent, qui font ça sur leur temps libre. Et c'est pas du tout... Il n'y a pas d'histoire de perf, on cherche pas à faire mieux. On cherche à devenir autonome, à se faire plaisir et à aussi aimer la montagne pour ce qu'elle est. Et tu vois, dimanche, moi, j'y à Marseille. On a fait une grande voie, donc de l'escalade sur plusieurs centaines de mètres dans les Calanques. Je suis rentrée chez moi, c'était pas dur, en tout cas pour notre niveau à nous, on s'en fout, c'est pas grave, mais c'était pas très difficile. Et je suis rentrée, j'étais hyper pleine du fait de me dire j'ai vu autant de beauté, j'étais dans la nature, j'étais avec des gens avec qui ont partagé un bon moment sans chercher à faire plus. Et je me suis dit c'est aussi chouette parce que ça montre que à partir d'une réalité qu'aujourd'hui peut-être avec une optique un peu capitaliste, on est en train de faire un produit marketing de perf. En fait, c'est aussi tout à fait possible de le vivre différemment. Et déjà, je trouve ça super beau. Et bon, j'incite tout le monde à aller passer plus de temps en montagne. Mais aussi, ça donne de l'espoir de se dire on n'est pas complètement foutu. On peut repenser les choses et vivre des réalités qui sont celles qu'elles est autrement. Ce qu'on a mis, c'est juste un système de valeurs dessus. Mais on pourrait en mettre un autre. C'est pas du tout immuable. Et ça, je trouve ça plutôt motivant.
Bien, merci pour cette carte blanche. Et je crois que c'est le New York Times, je crois, qui a sorti un article qui disait que Marseille était the place to be. J'en ai C'est parlé vrai avec Olivier la semaine dernière. Il m'a dit, mais complètement. Eh bien, écoute, je plus soir. Laura, tu étais le choix Sista de Lorraine Derville, comme on l'a dit au début de cette émission. Si toi, tu avais dû choisir une femme entrepreneur qui t'inspire ou que tu admires, avec qui tu veux mettre un coup de projecteur, ce serait qui et pourquoi ? J'ai pensé à 2 femmes entrepreneuses. Mais oui. Première règle raison. de base des entrepreneurs, ne pas respecter les consignes. Qui sont Isabelle Verguin et Valentine Burecois, qui montent une entreprise qui s'appelle Jean, dans laquelle j'ai eu la chance d'investir en tant que petit business angel, qui est un centre de santé dédié à la santé de la femme. Donc vraiment penser à un truc très global pour la santé de la femme, à la fois en médical et en paramédical et en soins autres. Et c'est vraiment un super chouette projet parce que la santé de la femme, c'est quand même un peu le parent pauvre de la médecine, sans être une experte du sujet, mais quand même. Et elles ont des super retours, à la fois des patientes, mais aussi des professionnels de santé qui sont extrêmement contentes d'être dans un parcours beaucoup plus global, beaucoup plus pensé. Leur premier centre, il est à Paris. C'est ce que j'allais te demander. Ouais, il est avenue de la République, à Paris, pas très loin du Père-Lachaise. Et je crois qu'elles sont en train d'en ouvrir un deuxième. C'est encore un peu dans les tuyaux. Ok. Et elles font un super duo avec une entrepreneuse plus commerce et une ancienne sage-femme. Et en plus, c'est rare d'avoir un duo vraiment 100% féminin, donc je trouvais ça Et avec assez une chouette. belle complémentarité sur ce sujet. Exactement. Laura, mille merci. Merci à toi. Pour cet échange, ce long échange. En tout cas, on y voit plus clair sur cette notion de dividende de climat, pardon. Si on veut plus d'informations, il y a un super site. Tout à fait. Où tout est expliqué. Et où on peut nous contacter. Et on peut vous contacter. On mettra bien évidemment le lien dans la description de l'épisode sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. Car vous qui nous regardez derrière cette caméra, je vous dis merci. N'hésitez pas à vous abonner pour louper aucun des épisodes de 40 nuances de Next et 40 nuances de Sista. Et pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes, n'oubliez pas non plus de vous abonner et de mettre les petites étoiles qui nous font gagner la guerre des étoiles. Merci beaucoup. Merci. Salut Laura. Salut. Feuille blanche. 40 nuances de Sista.